Encore un séminaire étonnant. Lundi dernier, nous avons donc tenu un séminaire de rentrée autour de la question suivante. Les viandes piquées perdraient-elles plus de jus ? La question est lancinante en cuisine et je ne crois pas avoir rencontré de cuisiniers qui n'admettent que l'on doit absolument éviter de piquer les viandes que l'on fait griller ou sauter, sans quoi le jus sortirait et la viande finirait sèche. Mieux même, tout un paragraphe de la physiologie du goût de Brillat-Savarin est consacré à cette question. Brillat-Savarin raconte qu'un jour il arrivait dans une auberge et qu'il n'y avait plus rien à manger, mais qu'il a vu des voyageurs pour qui des volailles rôtissaient. Il aurait alors donné 12 coups de couteau et récupéré tout le jus, tandis que les voyageurs n'auraient plus eu que le résidu. Méfions-nous de Brillat-Savarin, il sait parfaitement raconter des histoires, mais la véracité de ces dernières n'est pas toujours assurée. Je rappelle que ce qui est écrit dans les romans, c'est de la fiction. Et je propose de penser que ce qui est écrit dans la physiologie du goût, ce n'est pas de la physiologie, c'est-à-dire la science de la médecine, comme le titre le prétend, mais plutôt des séries d'anecdotes. Et pas d'anecdotes réelles, mais d'inventions à la gloire de la gourmandise. Donc, se posait la question de savoir si les viandes grillées ou sautées perdent plus de jus quand elles sont piquées. Pour explorer une telle question, c'est assez facile, car il suffit de peser la viande piquée ou non piquée et de comparer. Si la viande a perdu du jus, elle doit avoir perdu de la masse, car on se souvient que la viande, c'est environ 50% d'eau et 50% de protéines, le jus étant majoritairement de l'eau. Nous avons donc commencé par des pavés de bœuf, fait 2 expériences, puis utilisé des côtes de porc, de l'échine plus précisément, et fait encore 2 expériences. Pour chaque cas, nous coupions un morceau de viande en 2 parties aussi égales que possible, que nous pesions correctement. Puis, nous mettions ces 2 morceaux de viande ensemble dans la poêle. Et c'est un cuisinier professionnel, doublé d'un enseignant de cuisine, chevronné, qui faisait l'expérience sous nos yeux attentifs. Le résultat est sans appel. Les masses des viandes piquées ou non piquées ont diminué exactement de la même façon. Pourtant, faites-nous confiance, nous avons piqué beaucoup plus largement que les 12 coups de couteau. Par exemple, pour une expérience avec la viande de bœuf et une expérience avec le porc, nous avons donné 7 très bons coups de couteau avant la cuisson, et quand nous avons retourné la viande pour cuire la deuxième face, nous avons redonné 7 coups de couteau. Pour les autres expériences, donc la duplication qui permettait une vérification, une validation, nous avons cette fois donné 10 coups de couteau de chaque côté avant la cuisson. Ce qui fait un total de 20 coups de couteau, bien supérieur aux 12 qu'annonçait Brillat-Savarin. Finalement, pour des tout petits morceaux, puisqu'il s'agissait de morceaux d'environ 80 grammes, nous avons donné un nombre de coups de couteau considérable, et je répète que nous n'avons vu aucune différence. Nous nous sommes même donné le plaisir de goûter
les viandes piquées ou non piquées, mais les goûter en aveugle. Nous n'avions pas le temps de faire des tests triangulaires, mais nous avons donné à des dégustateurs, sans dire ce dont il s'agissait, un bout de viande piquée, un bout de viande non piquée, éventuellement avec des répétitions. Les dégustateurs se sont trompés, ce qui prouve qu'en fait, ils ne reconnaissaient pas la différence entre viande piquée ou non. J'ai été un des dégustateurs pour la viande de porc. J'ai cru que la viande piquée était celle qui était non piquée et vice-versa. Mais surtout, la variabilité selon les parties de la viande était supérieure à la différence éventuelle entre les morceaux piqués ou non piqués. De sorte que, en réalité, le choix était quasi au hasard, puisque selon les parties, nous avions des sentiments différents. Pour la viande de bœuf, qui est plus homogène, des questions quand même se posent, parce que dans certains cas, il s'agissait d'une partie assez mince dans la viande, d'autres une partie plus épaisse. Mais le fait est que quand l'intervenant, qui pourtant semblait avoir un petit intérêt à voir une différence, donc quand cet intervenant a donné à son comparse les viandes à goûter, il a dû faire attention et notre ami qui goûtait n'a pas vu de différence. Oui, nous avons vu du jus sortir de la viande par les endroits qui avaient été piqués. Mais au total, je le répète, il n'y a pas eu plus de jus qui est sorti. Donc en réalité, ces entailles qui étaient faites dans la viande ont sans doute permis au jus qui aurait dû sortir, de sortir. Et de sortir par là précisément, au lieu de sortir de façon diffuse. C'est en tout cas pour l'instant la première des interprétations qui me vient à l'esprit. Il faut ajouter dans cette discussion une information essentielle. Une viande, que l'on grille ou que l'on saute, perd de la masse. Et elle perd de la masse parce qu'elle se contracte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entaille les poissons pour éviter qu'ils s'incurvent sur le grill. Donc la question est la contraction de la viande quand elle est chauffée. Cette contraction arrive aussi bien sur un grill que dans une poêle ou même dans un bouillon lors de la confection d'un pot-au-feu. Dans les trois cas, c'est le tissu collagénique qui semble responsable du phénomène et il faut que j'explique un peu ce dont il s'agit. La viande est donc un ensemble, un faisceau de fibres musculaires et ces fibres sont gainées de tissu collagénique. Tissu collagénique, pensons donc à du tissu, sauf que dans ce tissu-là, il ne s'agit pas de fibres de cellulose comme dans la pâte à papier, mais il s'agit d'une protéine qui s'appelle le collagène. Le collagène, les molécules de collagène sont associées les unes aux autres, elles sont alignées, et chacune des molécules de collagène est faite de 3 brins enroulés en triple hélice. Lors du chauffage, l'énergie qui est donnée permet une désorganisation de ce tissu et une rétraction de ce tissu. La force exercée par cette rétraction est considérable. Et c'est elle qui conduit à l'expulsion des jus. On gardera quelques ordres de grandeur. Par exemple, pour un rôti d'1 kilo mis au four, la même pièce cuite pèsera environ 750 grammes en fin de cuisson. C'est le même ordre de grandeur pour de la viande bouillie. Donc il y a cette espèce de réseau du tissu collagène qui presse la viande comme on la presserait, comme on presserait une éponge, sauf que là c'est pressé de l'intérieur et évidemment le jus doit sortir car on rappelle que l'eau est incompressible. C'est d'ailleurs ce qui permet aux garagistes d'avoir des vérins hydrauliques. On appuie d'un côté et
la force est retransmise de l'autre côté et multipliée pour des histoires de pression que je ne veux pas expliquer ici. Enfin bref, l'eau est incompréhensible, c'est-à-dire que le jus est incompréhensible. Quand on presse la viande, la partie solide évidemment ne peut pas sortir, c'est donc le jus qui sort, exactement comme quand on presse une éponge. Finalement, je crois que nous avons assez bien réfuté cette idée, donc fausse, selon laquelle piquer les viandes ferait sortir le jus. Dans un tel cas, le poisson qui est pris dans le filet se débat. Je veux dire que mes amis cuisiniers auront des réactions que je pressens. Il y aura d'abord ceux qui vont dire « Oh non, ça n'est pas vrai ». Pour cela, je ne cherche même pas la discussion, je leur propose de refaire l'expérience correctement, c'est-à-dire en sachant peser quand même, et en faisant toutes les expériences, toutes choses égales par ailleurs. Les temps doivent être les mêmes, la poêle doit être la même, le morceau de viande doit être le même, etc. Il y a aussi des amis qui vont accepter le résultat en disant c'est merveilleux, on pensait des choses fausses, et maintenant nous allons penser des choses plus justes. Là, j'ai pas de commentaires à ajouter, tout va bien. Il y a ceux qui sont prudents, et ceux-là aussi, je les invite à refaire l'expérience. Je rappelle que je n'ai rien à vendre, que je n'ai aucun intérêt personnel à ce que la viande piquée perde ou non plus de jus. Bref, il y aura des réactions variées, et je ne les contrôle pas. Je ne peux pas perdre beaucoup de temps à répondre à ces réactions, même si je ne refuse pas la discussion, bien évidemment. Ce que je sais, ce que je dois ajouter, c'est que les coups de couteau que nous avons faits dans la viande, qui donc étaient très, très nombreux par rapport à la petite taille des morceaux de viande utilisés, ces coups de couteau, donc, on fait des entailles. Et une entaille, ça n'est pas quelque chose de très joli. De sorte qu'a priori, piquer la viande, donc, change pour le moins bien l'apparence des viandes. Or, on sait que les cuisiniers font griller en premier la plus belle des deux faces de la viande pour finalement présenter cette dernière aux convives. Ce qui est logique. Maintenant, on sait aussi que le jus est sorti et par conséquent l'aspect brun de la viande pourrait être modifié parce que le jus est sorti à des endroits particuliers ou peut-être sorti plus vite, je ne sais pas. Il y a donc lieu de poursuivre les expériences pour aller savoir s'il y a une différence de ce point de vue-là. Enfin, un professionnel présent lors du séminaire nous a expliqué que oui, peut-être, il y avait autant de jus qui sortait dans les deux cas, mais que la question n'était pas là. Il s'agissait surtout de permettre de reconnaître les viandes cuites à point. L'idée était la suivante. Normalement, on cuirait une viande sur une face, puis on la retournerait, et quand on voit une goutte de sang sortir, à ce moment-là, on sait que la viande est cuite à point. Pourquoi pas ? Mais personnellement, je préfère les viandes saignantes. Et j'ai des amis qui les préfèrent bleues, de sorte que je me moque un peu de cette goutte de sang. D'autre part, le cuit à point correspond à une consistance très particulière et à un moment très particulier. Et il est vrai que dans nos expériences, mais c'est quelque chose à vérifier, la sortie du jus par les entailles que nous avions faites n'a pas permis de voir la goutte de sang du cuit à point. Pour autant, au XXIe siècle, on a d'autres moyens de voir comment la viande est cuite, et ces moyens peuvent être de différentes natures, mais en particulier quand on dispose de systèmes de chauffage qui sont toujours réguliers, c'est-à-dire que si on appuie sur le bouton 6 d'une plaque à induction, on aura une chaleur qui est toujours la même dans la poêle. Donc avec ces moyens,
on a des contrôles plus modernes que la goutte de sang. Je n'ai rien contre la goutte de sang, qui d'ailleurs n'est sans doute pas une goutte de sang mais une goutte de jus, mais vous voyez que elle ne m'intéresse que très modérément. D'autre part, je rappelle que Brillat-Savarin et bien d'autres, puisque je vais me mettre maintenant à collectionner, enfin je les ai déjà, mais à réunir, disons, les précisions culinaires correspondantes à ce piquage des viandes. Donc de nombreux cuisiniers ont dit qu'il ne fallait pas piquer, non pas à cause de la goutte de sang, mais bien parce que plus de jus sortirait. Et finalement, ça n'est pas vrai, plus de jus ne sort pas. J'ajouterais même, mais c'est une petite méchanceté en quelque sorte, que dans 2 des 4 expériences, il y a eu plus de jus qui sortait par la viande non piquée. Un mauvais scientifique conclurait que piquer la viande évite la perte de jus, contrairement à ce qui a toujours été dit. Mais j'ai évidemment fait un calcul d'incertitude et j'ai vu que la différence entre les morceaux était inférieure à l'incertitude qui survenait de la mise en œuvre de l'expérience. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de conclure qu'il y ait une différence entre les viandes piquées et les viandes non piquées, au moins pour les expériences que nous avons faites, c'est-à-dire 2 expériences sur un pavé de bœuf dont les fibres étaient perpendiculaires à la surface. Nous n'avons pas encore testé, par exemple, des morceaux comme la bavette. Nous n'avons pas testé du poulet, et ainsi de suite. Et puis 2 expériences sur des côtes de porc, c'était de l'échine. Pour ces différents morceaux, les viandes n'avaient pas été choisies chez un excellent boucher. C'était des viandes telles que nous les consommons tous les jours. Donc à défaut d'avoir une indication particulière pour ce qui concerne les viandes très haut de gamme, nous avons une indication générale. Et même si nous devons nous préoccuper de la très haute cuisine, je maintiens que nous devons aussi nous préoccuper de cette cuisine quotidienne qui se fait soit à la maison, soit dans des restaurants qui ne sont pas nécessairement étoilés, soit dans la restauration collective et ainsi de suite. Finalement, c'est donc un séminaire très extraordinaire, avec une expérience toute simple, sur une question bien posée, et une fois de plus, on voit que l'emploi de la balance était crucial. Décidément, on aura raison de conseiller au lycée hôtelier de s'équiper d'une balance au 10e de gramme, de papier pH pour mesurer l'acidité, d'un microscope pour voir les transformations et évidemment de thermocouple pour mesurer correctement les températures. Et c'est ainsi que la cuisine de demain sera encore plus belle que celle d'aujourd'hui.